Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien en distanciel aussi? Oui, oui, ça va. Parfait. Avant de commencer, je tiens à remercier les membres du jury pour leur présence et les échanges à venir. Je remercie également le public présent dans la salle ou en distanciel, et plus particulièrement mes proches qui m'ont accompagné tout au long de ce travail. Je m'appelle Julien Aubrin, j'ai été diplômé de l'école d'architecture en 2021, en réalisant un parcours de recherche dans lequel j'ai été confronté à 2 reprises à des recherches intégrant une dimension par la pratique autour de l'architecture de terre. À cette occasion, plusieurs acteurs opérationnels de la région m'ont systématiquement évoqué des problématiques se rapportant à la structuration et à la maturité de la filière. Cela m'a amené à saisir ce sujet en le développant dans une thèse que je viens vous présenter aujourd'hui avec ses principaux résultats. La thèse que je mène depuis janvier 2022 s'intitule « Vers une filière terre à l'échelle des enjeux des transitions du XXIe siècle » et comme sous-titre « Stratégie et évolution de la pratique architecturale pour le développement de la filière terre dans le Nord Dauphiné ». Elle a été dirigée par Thierry Geoffroy et Arnaud Miss et financée par le label AECC de l'École d'architecture de Grenoble à l'Université Grenoble-Alpes. Présentons d'abord le contexte global dans lequel cette recherche s'inscrit. Il n'est plus à démontrer que les activités humaines sont à l'origine du dérèglement climatique et de la destruction des écosystèmes. Une des réponses à cette problématique a été la signature des accords de Paris en 2015, amenant les États à se décarboner. En France, le secteur du BTP est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre et il génère également la majorité des déchets du pays, dont environ 87 millions de tonnes de terre par an. Le matériau terre a d'ailleurs été identifié comme étant l'une des solutions pour décarboner ce secteur, car il réduit les consommations d'énergie à la construction et à l'usage en jouant un rôle passif pour le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments. Ce qui nous amène à se demander comment favoriser le développement éco-responsable de la filière terre pour qu'elle puisse contribuer efficacement aux enjeux de transition du XXIe siècle. L'hypothèse centrale de départ repose à la fois sur le rôle majeur que les architectes ont à jouer en tant que concepteurs et prescripteurs, et à la fois sur une multiplication du nombre d'acteurs complémentaires partageant des visions qui coexistent sur des stratégies à adopter. Des questions secondaires nous ont aidés à cadrer cette recherche. Elles portent sur le changement d'échelle de la filière tout en restant dans une démarche éco-responsable. Les manières de mobiliser la ressource, ainsi que les rôles et postures que devraient prendre les architectes. L'objectif général est de proposer des recommandations d'action et de stratégie à privilégier pour le développement de la filière terre dans un futur proche. Pour cette recherche, le territoire d'étude principal est le Nord Dauphiné, entre Grenoble, Lyon et Valence, ce qui permettra de faire émerger des stratégies concrètes. Ce travail permet d'actualiser les connaissances de la filière, recenser les freins et les stratégies pour les contourner, faciliter les choix en matière d'approvisionnement, de techniques constructives et de mise en œuvre, ce qui permettra de faire émerger des changements à opérer dans le processus de conception architecturale. Pour ce faire, il nous faut connaître le passé pour comprendre le présent afin de penser au mieux le futur dans cette filière. C'est le fil conducteur de la recherche qui a été repris pour la rédaction du manuscrit. L'étude historique a été réalisée principalement à partir de la littérature scientifique et grise, ainsi que la réalisation d'un inventaire regroupant plus de 500 opérations. Pour comprendre la situation actuelle de la filière, j'ai interrogé différents acteurs et étudié des réalisations du territoire. Pour cela, j'ai eu recours à une diversité d'outils, des entretiens semi-directifs, l'analyse de projets, des visites de terrain, de carrière, des plateformes de tri, ainsi que des tentatives d'observation participantes.
Afin de pouvoir établir des recommandations, j'ai réalisé les apprentissages des deux, les apprentissages des deux précédentes parties et réalisé des travaux d'expérimentation, la mise en place de la visite des entreprises de production de matériaux. Et enfin, les 33 entretiens précédemment évoqués ont également été mobilisés dans cette partie. Ils ont été complétés par 2 tables rondes de professionnels organisées en 2022 et 2024 lors du Festival Grain d'Isère et ont rassemblé 8 et 4 protagonistes de la chaîne de production. Pour commencer, il nous faut définir ce qu'est une filière et les acteurs qui la composent. Pour définir ce terme, j'ai d'abord participé en 2023 à une journée doctorale transdisciplinaire du groupe Recherche Ressources. À cette occasion, Sophie Boutillier a présenté une communication où on y apprend que le concept est principalement francophone et apparaît après la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les travaux de François Pérusse. Il est présent dans la littérature scientifique à partir des années 1970 dans le terme filière de production, dans les disciplines de sciences économiques, industrielles et de gestion. Au début, il est tourné vers cet aspect économique et industriel avec la définition notamment de Toledano en 1978. Le CIRAD, un groupe de recherche interdisciplinaire qui s'intéresse à l'analyse de filières, intègre l'importance de l'humain. Ça, c'est ce qu'on voit dans la définition de Fabre, Bonnet et Despréaux en 1997. Toujours selon le CIRAD, la filière devient un objet d'étude qui favorise l'identification des contraintes techniques, économiques et sociales, ainsi que les potentiels non exploités. Ce qui permet à la fois d'accumuler les connaissances tout en apportant des solutions aux problèmes concrets. L'analyse de filière aide aussi à structurer et optimiser la programmation. La définition du concept de filière n'est pas encore figée, comme le disait déjà Le Bailly en 1990, et cela est encore le cas, puisque c'est l'une des principales conclusions de la journée doctorale précédemment évoquée. Dans cette recherche, on s'intéresse au développement de la filière terre dans le but d'en démocratiser l'usage. On devrait plutôt parler de filière d'architecture comportant de la terre. Il s'agit d'une filière de demande finale qui étudie la succession d'activités réalisées par les acteurs et actrices pour parvenir à intégrer un ou plusieurs matériaux de construction préparés à base de terre dans l'architecture, dans le but de participer à répondre aux besoins de qualité et de confort de l'habitat, tout en contribuant à la mise en place des nécessaires transitions sociales et écologiques en réponse aux enjeux globaux. Cela concerne donc les prescripteurs de matériaux, c'est-à-dire les concepteurs, qu'ils soient architectes, ingénieurs, bureaux d'études, contrôleurs techniques, économistes, l'ensemble de la chaîne de production, de la carrière à l'artisan et aux entreprises, en passant par les fabricants et distributeurs de matériaux, auxquels on peut ajouter les acteurs et actrices ayant une activité connexe avec la filière, c'est-à-dire les chercheurs, les pouvoirs publics, les associations de professionnels, les centres de formation ou encore les CEE. On peut aussi intégrer les personnes situées à l'aval de la chaîne, comme les maîtrises d'ouvrage, qu'elles soient publiques ou privées. En ce qui concerne le privé, il peut s'agir de particuliers, d'entreprises ou de promoteurs. Pour être en accord avec les enjeux de transition socio-écologique, cette filière se doit d'être éco-responsable. Ce concept est l'évolution directe de celui du développement durable, qui repose sur la recherche d'un équilibre entre 5 piliers que sont l'économie, l'environnement, le social, le culturel et la gouvernance. Il est en cohérence avec le fait de concevoir une architecture frugale, définie par la frugalité heureuse et créative en 2018. Il s'agit de démocratiser une approche frugale en énergie, en matière et en technicité pour le territoire, avec comme volonté affichée la juste consommation des fruits de la terre. Pour concrétiser cette démarche,
l'économie circulaire apparaît comme une voie à privilégier. En effet, elle vise à optimiser l'utilisation des ressources disponibles, à réduire les volumes de déchets et repenser les modes de production et de consommation, et tout cela à une échelle territoriale. Ces concepts étant définis, nous avons pu réaliser une étude historique de la filière. Voici ce qu'elle révèle. La filière terre contemporaine a connu plusieurs phases dans son développement. C'est ce qui ressort de la revue de littérature. La réalisation de cette dernière m'a permis de dresser une frise chronologique synthétisant l'histoire de la filière, qui a été complétée par la réalisation d'un atelier participatif avec l'ensemble des acteurs présents lors des 9e assises d'Aster qui ont eu lieu l'an dernier à Marseille. La construction terre a connu une période d'apogée au XIXe siècle. Dans le territoire du Nord Dauphiné, c'est notamment le travail de François Cointreau qui va favoriser l'émergence de la technique du pisé dans la région. Celle-ci est encore aujourd'hui largement présente en zone rurale, mais aussi en zone urbaine, comme l'a démontré le travail de recherche d'Emmanuel Mille porté sur l'agglomération lyonnaise. La construction en France en terre va progressivement disparaître à partir du début du XXe siècle avec la perte des savoir-faire suite à la Première Guerre mondiale et l'arrivée du béton de ciment qui va progressivement remplacer les techniques traditionnelles. Ce phénomène va s'accélérer à la suite de la Seconde Guerre mondiale avec la période de reconstruction. Après une trentaine d'années d'arrêt presque total de la construction terre, des initiatives vont réapparaître après le premier choc pétrolier de 1973, qui sera également l'époque des premières prises de conscience écologiques. Cette renaissance est marquée par l'exposition Architecture de terre en 1981 au centre Georges Pompidou, qui permettra le lancement du projet du domaine de la terre à Villefontaine, un ensemble de 60 logements utilisant 3 techniques de construction terre. Ce projet largement médiatisé n'a pourtant pas eu de réelle suite, causée par un désengagement des pouvoirs publics qui laissera place à une période de passage à vide. Une réactivation de la filière va s'opérer dans les différents territoires portés par la demande de particuliers et l'arrivée d'entreprises effectuant plusieurs activités de la filière. C'est le cas d'Acter dans la région qui va fabriquer, distribuer des matériaux, les mettre en œuvre et former les professionnels et particuliers du secteur. Un second renouveau arrive suite à la crise financière de 2008 qui marquera le réinvestissement des collectivités locales. De nos jours, la filière semble continuer à croître. Afin d'appréhender l'évolution du marché et de pouvoir comparer les connaissances relevées lors de la revue de littérature, j'ai réalisé un inventaire des projets de construction neuve effectués en France hexagonale entre 1972 et 2022. Sur une période de 50 ans, j'ai référencé 542 projets. Chaque point qui apparaît est un projet répertorié. Ils sont de plus en plus foncés au fur et à mesure des années. La construction terre réapparaît dans le bassin toulousain et le Nord Dauphiné. Puis, on voit se dessiner un arc entre Nantes et Caen. Ensuite, à Paris et dans sa proche banlieue. En observant l'évolution du nombre de projets, on remarque qu'il coïncide avec le récit recueilli dans la littérature, avec la période de renouveau, le passage à vide, puis la reprise des activités. Seul le dernier quinquennat apparaît comme étant différent, puisque la production recensée est en baisse par rapport à la décennie précédente, alors que la littérature, elle, évoque une croissance continue. Plusieurs raisons pourraient expliquer ce phénomène. On peut déjà mentionner l'impact qu'a eu la pandémie de Covid-19 sur le secteur du BTP. Et de manière plus globale, les projets recensés sont sur le même pied d'égalité, alors que les opérations sont bien différentes de par leur taille. Donc, même si le nombre de projets livrés est en baisse sur ce dernier quinquennat, il y a bien eu plus de projets d'envergure qui ont été livrés, et par extension, il y a eu plus de terres mises en œuvre sur cette même période. Il en va de même pour leur degré de complexité. Les projets ont un caractère de plus en plus ambitieux ces dernières années. Le logement représente plus de la moitié des programmes relevés,
Il s'agit principalement de logements individuels. Néanmoins, on assiste à une forte hausse du nombre d'équipements publics et dans les bâtiments d'activité ces dernières années. Le marché est donc largement porté par les particuliers, même si cette tendance commence à s'estomper, laissant place aux collectivités territoriales et aux entreprises qui souhaitent faire transparaître de manière plus ou moins intéressée leurs engagements environnementaux. Cette étude a aussi permis de mettre en évidence l'importance de la présence d'un patrimoine en terre dans l'intégration de ce matériau dans les projets contemporains. Elle ne semble pourtant plus être indispensable, comme le démontre la récente filière francilienne. Suite à ces travaux menés sur l'historique de la filière, il m'est apparu indispensable d'analyser d'autres filières de construction, ce qui m'a amené à m'intéresser à celle du béton, du bois, de la paille, du chanvre et du réemploi, pour s'en inspirer. Tout d'abord, le béton possède un maillage territorial très dense, tant en termes d'approvisionnement de ressources matérielles qu'en termes de ressources humaines compétentes au vu du nombre d'entreprises d'artisans. Cela représente donc une opportunité et des leviers pour le développement de la filière terre, mais ses forces résident aussi par ses propriétés intrinsèques que sont ses propriétés mécaniques et son caractère standardisable qui permet d'élaborer des formules fixes. En ce qui concerne les filières de matériaux bio et géosourcés, elles se sont appuyées sur l'utilisation de matériaux standardisés, les éléments préfabriqués, le référencement des fournisseurs, l'emploi de pôles de recherche et de développement, la réalisation de bâtiments démonstrateurs, la mise en place de formations et d'événements de sensibilisation, ainsi que la constitution de documents normatifs pérennes et la mise en place de réseaux d'acteurs. Plusieurs stratégies sont mises parallèlement et se soutiennent mutuellement. Certaines de ces stratégies sont déjà utilisées dans la filière terre et d'autres pourraient être des sources d'inspiration. À l'issue de cette comparaison, il apparaît que la collaboration d'acteurs d'une même filière est primordiale. Ce qui n'est pas simple dans le cas de la filière terre, à l'image des tentatives infructueuses à ce jour de mettre en place une réglementation dédiée depuis près de 20 ans. En s'appuyant sur le projet de recherche opérationnelle Maillon, qui a étudié les conditions de développement des filières de matériaux bio et géosourcés dans la vallée de la Seine et qui a défini 5 étapes de maturité d'une filière, on remarque que la filière terre se situe dans le stade de massification, tout en étant passé outre l'étape dite de solution qui comprend la mise en place du cadre normatif et la structuration de ces réseaux. Ce travail confirme la corrélation entre la mise en place d'outils réglementaires et la démocratisation de l'utilisation d'un matériau. Il apparaît donc urgent de définir des règles professionnelles pour la construction terre crue, garantissant la qualité et la durabilité des ouvrages, en étant suffisamment ouvertes pour ne pas exclure les pratiques artisanales, tout en limitant les risques de potentiels monopoles industriels. Cette comparaison ouvre la voie sur l'intérêt de mettre en place des stratégies communes à l'ensemble de ces filières. Suite à la réalisation de cet historique, nous sommes désormais capables de comprendre la situation actuelle de la filière par l'analyse d'entreprises réalisée auprès d'acteurs et d'actrices du territoire, ainsi que l'analyse de projets démonstrateurs et les visites de terrain. Les critères évalués concernent l'état de développement de la filière à l'échelle nationale et territoriale, les facteurs de réussite d'un projet, ainsi que les freins persistants pour les entretiens, tandis que le corpus de projet, lui, ce sont les ressources humaines et matérielles, les choix de conception et la gestion de la mise en œuvre qui ont été analysés. À l'échelle de l'Hexagone, la filière semble se trouver dans une période charnière car son développement est perçu comme étant mitigé. En effet, après plus de 50 ans d'existence, elle reste marginale. Elle n'est pas encore totalement structurée, mais elle a vu récemment l'arrivée de nouveaux acteurs et la mise en place de process plus industriels dans la fabrication de matériaux. À l'échelle du Nord Dauphiné, elle est considérée comme la première filière régionale
en France et même en Europe, et elle concentre beaucoup d'acteurs, même si ces dernières années, ceux intervenant principalement dans la construction se retrouvent à travailler de plus en plus régulièrement dans d'autres territoires qui portent des projets d'envergure. Je pense notamment au bassin parisien et bordelais. Le nombre d'acteurs intervenant dans la rénovation augmente constamment, même s'il reste encore insuffisant. Bien qu'il y ait une volonté de la part des architectes à prescrire des éléments en terre dans leurs projets, cela reste encore complexe. De nombreux freins sont à l'origine de ces complexités et blocages. Il s'agit notamment de l'absence de cadre normatif, on l'a déjà évoqué, les coûts élevés, un manque de professionnels avec ces savoir-faire et un frein sociétal dû à la méconnaissance du matériau. C'est ce dernier qui semble être celui qu'il faudrait desserrer en premier, comme le montrent les 2 verbatims prononcés par les producteurs de matériaux, puisque selon eux, après avoir levé cette méconnaissance, il y aura plus de demandes, ce qui amènera à une réglementation et permettra la réalisation d'économies d'échelle. L'analyse de projet a réalisé que la prescription d'éléments en terre dans un projet reste encore complexe et que cela donne régulièrement lieu à un abaissement des ambitions. En échangeant avec des concepteurs, on comprend qu'il n'est pas rare que la terre soit remplacée par d'autres matériaux ou que dans certains cas, les blocages engendrent l'arrêt total d'un projet. Le succès d'un projet dépend principalement de la constitution dès le début du projet d'une équipe d'acteurs motivés et compétents, surtout dans leur complémentarité de rôle. La maîtrise d'ouvrage, les architectes, ingénieurs structures, contrôleurs techniques, mais aussi les entreprises et les bureaux d'études spécialisés sont concernés. La mise en place d'une gouvernance horizontale constituée d'acteurs spécialistes permet l'édification de projets démonstrateurs spectaculaires à l'image de l'orangerie dans le quartier de Confluence à Lyon. On observe qu'il est primordial pour les architectes de bien s'entourer, car dans le cas contraire, cela peut réellement impacter le projet, comme précédemment évoqué. Tout cela en sachant que cette expertise est pour le moment encore assez concentrée autour d'une poignée de personnes qui se retrouvent donc sursollicitées. Dans les projets démonstrateurs étudiés, l'entreprise en charge de la réalisation du lot terre, c'est le plus souvent des entreprises spécialisées. Mais pour pallier le manque de ce type de structure ou pouvoir réaliser des opérations toujours plus importantes, les concepteurs font parfois appel à des entreprises conventionnelles qui font systématiquement appel à une assistance technique. Celle-ci va être plus ou moins présente sur le chantier. Le puisé est encore une technique privilégiée dans la région, même si on observe une progressive diversification avec l'arrivée de projets comportant des briques et des enduitaires, comme l'illustre la cantine de l'État à Beaurepaire, tandis que dans certaines situations, la terre coulée stabilisée est prescrite. La terre est davantage laissée apparente dans les programmes d'équipement public et les bâtiments d'activité, où une dimension esthétique et de communication sont bien plus importantes. Elle est utilisée davantage en intérieur pour ses propriétés thermiques dans l'habitat. Dans les projets étudiés, le pisé possède systématiquement un dispositif de protection à l'eau, en suivant le fameux adage « bonne botte et bon chapeau ». Même si ces dispositifs sont parfois sous-dimensionnés ou que le projet ne prend pas suffisamment en compte le contexte d'implantation, ce qui peut occasionner des pathologies. Concernant l'approvisionnement de matériaux, l'analyse de terrain met en évidence qu'en rénovation, la terre utilisée provient presque exclusivement du site, elle est récupérée à même le sol, et elle peut également être le fruit d'une valorisation suite à la création d'une ouverture, comme l'illustre ce projet de réhabilitation d'une grange à Baladreux. La terre de site peut également convenir à des constructions de taille modeste et étant plus adaptée au domaine privé.
Dans le projet de construction in situ, la distance d'approvisionnement en terre ne dépasse généralement pas 100 km. Elle provient la plupart du temps de carrières, comme cela a été le cas pour la construction du groupe scolaire Jean Massé à Villefranche-sur-Saône. Les 1000 tonnes de terre proviennent de la carrière de Cemex à Wattier-Saint-Oblast, située à 80 km au sud. Dans cette situation, la terre est immédiatement disponible, en qualité, en quantité, déjà caractérisée, mais cela implique généralement un coût plus important et le fait qu'elle soit moins locale. Elle peut provenir aussi d'entreprises de terrassement, comme c'est le cas de l'école Paul Claudel à Brandes, où le maçon Jean-Baptiste Meunier s'est tourné vers une entreprise de VRD située à 40 km du chantier, après avoir envisagé la terre de site et celle générée par la réalisation de travaux de terrassement effectués sur la commune, qui se sont avérés incompatibles. Dans cette situation, une analyse de terre et des tests plus ou moins nombreux, longs et coûteux sont à prévoir. La distance parcourue par les éléments préfabriqués dépend du lieu de production. Les fabriques ont des sites d'approvisionnement situés à proximité, et dans le territoire d'étude, il n'y a pas de producteurs de briques, ce qui amène les artisans à les importer ou dans de rares cas à les fabriquer eux-mêmes. Pour les cloisons du groupe scolaire Anne-Sylvestre à Grenoble, les briques de terre extrudées ont été fabriquées par l'entreprise Argilus, située en Vendée, au sud de Nantes. Elles ont parcouru donc 800 km. Elles ont été choisies par l'entreprise de maçonnerie conventionnelle, car elles possédaient des fiches techniques les caractérisant, ainsi qu'un bon référencement sur Internet. À la suite de ces enquêtes de terrain, nous sommes en capacité de proposer des recommandations à destination des acteurs et actrices de la filière qui pourraient favoriser la démocratisation de l'utilisation du matériau terre. Comme nous venons de le voir, il est possible de mettre en place des partenariats avec des carrières. Ce sont actuellement des acteurs incontournables. On l'a vu dans l'analyse de projet démonstrateur. Sur le territoire d'études, on compte 124 carrières, dont 86 exploitant des alluvions, où on trouve facilement de la terre argileuse. Elles présentent 4 pistes de valorisation de matière, la valorisation d'une partie de leur horizon B, la valorisation du bout de lavage, la formulation de béton de terre avec leur centrale à béton présente sur site, et le développement d'un rôle de plateforme de valorisation, qui est sans doute la piste la plus pertinente à mettre en place. Les principaux freins à lever sont humains, puisque cela nécessite une évolution des pratiques impliquant une pénibilité supplémentaire. Et dans certains cas, il peut y avoir des tensions sur la ressource, car les carrières se doivent de remettre en état les sites d'extraction. La mise en place de partenariats avec des entreprises de terrassement peut elle aussi être adaptée, car elles ont une expertise de la matière et de leur territoire. On en trouve souvent implantés à proximité des agglomérations. Elles possèdent des surfaces de stockage, des engins de terrassement, de transport, ainsi qu'une main-d'œuvre qualifiée pour la manipuler. À plus long terme, on peut aussi évoquer certaines opportunités qui pourraient être mises en place au cas par cas avec des plateformes de gestion de déchets qui sont équipées pour cribler la terre. Il faudra poursuivre les recherches sur la valorisation des sédiments de dragage des nombreuses installations hydroélectriques présentes dans la région afin d'émettre un avis un peu plus précis sur le potentiel que représente cette piste. Pour chacune de ces pistes, la mise en place d'un partenariat nécessite une commande annuelle d'au moins 600 tonnes pour être économiquement viable à mettre en place. Le développement de la filière pourrait se faire en suivant une multitude de solutions dont la voie la plus productive serait l'implantation de petites unités de production réparties sur le territoire, comme le développait déjà Ernest Schumacher en 1973 dans Small is Beautiful. Les sociétés existantes essaient d'améliorer leur productivité, en tout cas leur chaîne, améliorer la productivité de leur chaîne en recourant à des partenariats et en cherchant des soutiens financiers publics, qu'ils soient locaux, nationaux et peuvent être même européens.
Elle développe aussi des modes de production et de construction innovants, plus appropriés au contexte socio-économique et au savoir-faire des artisans d'aujourd'hui. Historiquement, la mécanisation dans la construction terre a été introduite afin de diminuer la pénibilité des artisans. Elle s'est ensuite répandue grâce aux gains de productivité qu'elle permet, ce qui améliore la compétitivité des entreprises en abaissant les coûts. Ces entreprises doivent trouver un équilibre entre viabilité économique et responsabilité humaine et environnementale. En se plaçant à proximité d'une carrière ou d'une entreprise de terrassement, elles favorisent aussi la concrétisation d'une économie circulaire recherchée. Il ressort de cette recherche que la technique du pisé dans le territoire étudié est omniprésente dans la construction de terre. La mise en place d'actions à destination de la rénovation est primordiale afin de maintenir ces savoir-faire spécifiques ainsi que de préserver ce patrimoine largement présent dans la région. Dans la construction neuve, l'intégration du pisé dans un projet de construction neuve n'est pas sans difficulté pour des questions principalement techniques et financières. Il semble être uniquement pertinent du point de vue économique lorsqu'il est porteur, mais cela complexifie les démarches en imposant généralement la réalisation d'essais en laboratoire qui sont généralement coûteux et impactent le planning de chantier. La préfabrication de blocs de pisé vient répondre à certaines problématiques d'ordre économique, humaine, en rendant accessible cette technique aux entreprises de construction conventionnelle, et vient répondre aux contraintes de temporalité de la construction contemporaine en ce qui concerne les phases de mise en œuvre et de séchage. Mais elle apporte aussi son lot de complexité, notamment au moment du transport, de la manutention et de l'assemblage des éléments entre eux. Même si les architectes apprécient particulièrement la matérialité que le pisé renvoie, il semble nécessaire de sortir de cette volonté de prescrire uniquement du pisé. Dans une perspective d'un développement à grande échelle et de multiplication des possibles, il apparaît préférable de se tourner vers des solutions techniques à base d'éléments de maçonnerie. Cette nécessaire ouverture des possibles se place d'ailleurs en adéquation avec la volonté de placer davantage la terre en intérieur pour pouvoir bénéficier de ses propriétés thermiques et de diversifier le panel de solutions techniques à disposition des concepteurs de manière à pouvoir proposer des réponses dans une multitude de contextes de projets. Comme nous l'avons vu dans les enquêtes de terrain, il y a un besoin important de mettre en place une unité de fabrication capable de produire des briques dans la région. Pour cela, l'analyse de 12 modèles de structures produisant des matériaux a démontré l'importance de s'appuyer sur des acteurs existants. On pense aux briqueteries et tuileries en louant leur chaîne ou en développant en interne une gamme de produits spécifiques. La location des lignes de production d'entreprises locales produisant des parpaings en béton permet d'accéder à un outil de production industriel sans avoir à effectuer un gros investissement. Les recommandations concernant son implantation sont l'importance d'être à proximité des axes de communication multimodaux et d'une grande agglomération. Il ressort également l'importance de mettre en place une production évolutive, de préférence sur commande, pour des questions de viabilité économique. L'intégration d'une dimension participative dans la gouvernance de la structure, à l'image de la SCOP Cabestan en Rhône-Alpes, permet à l'échelle d'une manufacture d'impliquer les employés, ce qui contribuerait à les fidéliser et favorise la stabilité des équipes. La production de matériaux simples adaptés au marché, qu'il s'agisse de briques, mais aussi de mélanges prêts à l'emploi, de mortiers, d'enduits et de pisés. Et la mise en place d'ateliers de formation et de sensibilisation des professionnels du secteur. Dans sa thèse portant sur la construction en terre d'excavation en zone urbaine, Hugo Gasnier dit que l'intérêt de la construction terre réside dans la diversité des techniques de mise en œuvre possibles, qui permet de l'utiliser dans un grand nombre de situations et de contextes. Donc, cette observation est bien confirmée par mes propres investigations.
comme celle précédemment évoquée, et ou par les travaux d'expérimentation que j'ai réalisés qui portent sur 2 techniques de construction innovantes, la terre allégée et la terre coulée. Elles viennent s'ajouter au panel de techniques existantes, elles n'ont pas vocation à les substituer et viennent d'ailleurs proposer des alternatives à des techniques de construction conventionnelles. Afin d'élargir l'employabilité du matériau terre et en répondant à certains freins propres aux matériaux de construction, que ce soit le coût, le manque de main-d'œuvre. La terre allégée semble être des pistes solides, notamment dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments. Cela a notamment été démontré par la mise en place d'une correction thermique en 2023 de la toiture de la maison des 24 heures sur le campus de Grenoble. De manière plus générale, ce correcteur thermique présente de nombreux avantages, particulièrement pour le confort d'été. Et l'expérimentation de la production d'éléments et la projection directe sur les façades ont montré qu'il s'agissait de 2 voies complémentaires adaptées à des situations différentes. Après plusieurs expérimentations menées durant le festival Grain d'Isère aux grands ateliers à Villefontaine, la terre coulée, qui est associée à une ossature en bois préalablement placée dans le coffrage puis noyée par la terre, permet de se passer de produits stabilisants. Cette approche apparaît comme une solution pour remplacer une partie des voiles en béton armé dans la construction neuve. Cette recherche a bien mis en évidence l'importance de l'architecte dans son rôle de concepteur et de prescripteur. C'est en cela qu'elle valide l'hypothèse proposée au départ. À la suite de cette recherche, il apparaît donc qu'un changement de paradigme de la conception architecturale est primordial, est le levier principal de développement de la filière. Il concerne principalement les architectes et dans une moindre mesure les autres professionnels de la maîtrise d'œuvre. Cette évolution doit permettre d'intégrer dès le début de la phase de conception les ressources disponibles localement, qu'elles soient matérielles, humaines ou présentes directement sur le site d'intervention. Elle doit permettre la prise de conscience des concepteurs sur leur rôle et leur responsabilité de prescripteurs. En effet, ce rôle participe à l'économie locale, au maintien des savoir-faire locaux, à la mise en place des détails constructifs simples garantissant une bonne durabilité dans le temps et étant facilement remplaçables ou réparables. Pour cela, les échanges entre les maîtrises d'œuvre et les entreprises en charge de la réalisation doivent être le plus souvent effectués de manière horizontale. Ce changement structurel ne peut pleinement se faire qu'avec le soutien des pouvoirs publics dans la formation, la recherche, la rédaction de règles professionnelles, la communication et la sensibilisation du grand public. Suite à ce travail, plusieurs pistes de recherche ressortent. D'abord, l'inventaire doit être poursuivi et rendu visible aux professionnels, tout comme les questions concernant l'approvisionnement en ressources et en acteurs, en effectuant un recensement. Les expérimentations sur les techniques innovantes doivent être elles aussi poursuivies. La réalisation de recherches approfondies sur d'autres territoires d'études, dans d'autres régions, comme cela a été le cas avec le travail de Quentin Prost dans le bassin d'Arcachon, ou de Adrien Arras, qui est en train de soutenir à 7 heures à Reims. Et cela peut aussi porter sur des pays comparables d'Europe, les États-Unis et l'Australie. Cela peut aussi prendre une autre forme, à l'image de la thèse de Victoria Mor-Ravo de l'ENSA de Clermont-Ferrand, qui étudie l'ensemble des filières de matériaux de construction d'un même territoire. Au sein d'un même territoire, on retrouve aussi des approches et des objectifs de professionnels assez différents. Certains professionnels sont plus tournés vers l'artisanat, tandis que d'autres s'identifient davantage à une filière semi-industrielle. Il y a des artisans et des entreprises qui sont plus tournés vers la rénovation ou l'autoconstruction assistée, alors que d'autres
investissent majoritairement la construction neuve, notamment les opérations d'envergure. Tous ces groupes spécifiques constituent des branches et il serait pertinent d'effectuer un travail plus spécifique à l'égard de celles-ci. Enfin, de manière plus globale, il apparaît important de mettre en place un groupe de recherche interdisciplinaire appliqué à la mise en place concrète d'une économie circulaire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Julien.